Si tu vois que tout d'un coup mes cheveux volent au vent comme si on était dans une pub pour shampoing, c'est normal, il y a mon ventilo qui est juste à côté et il fait une chaleur, mais une chaleur insoutenable. Du coup je peux vraiment pas m'en passer et j'espère qu'on l'entend pas au micro et que ça va pas trop perturber le format de la vidéo. Dans tous les cas aujourd'hui on va parler de ce livre, je sais pas si tu sais mais j'ai une série sur ma chaîne dans laquelle je te review les livres les plus intéressants que j'ai lus en 2020. Je te mettrai dans la description une playlist dans laquelle il y a toutes les vidéos dans lesquelles je résume les livres de cette année dans la description. Aujourd'hui on va parler du coup de l'autrice Françoise Vergès et plus précisément de son ouvrage Un féminisme décolonial, qui est un livre assez court, il fait un peu plus d'une centaine de pages et qui est très riche, très dense en informations. Du coup moi je vais vraiment seulement relayer ce que j'ai appris dans ce livre et te parler des points qui m'ont le plus marqué et qui m'ont le plus appris. Comme je te le disais, il est très dense et riche en informations mais super accessible. Je conseille vivement, même aux personnes qui sont pas trop initiées à des questions politiques, historiques, féministes, etc. Vraiment, genre j'ai pas eu l'impression du tout que c'était inaccessible, incompréhensible ou trop technique, pas du tout. Donc je pense que à peu près tout le monde qui s'intéresse un minimum à la question peut le lire. Je vais évidemment peut-être passer à côté de certaines informations parce que je suis obligée de synthétiser et il y a tellement de choses, ce livre est tellement riche que voilà, je peux malheureusement pas parler de tout, mais la meilleure chose que je peux te conseiller c'est du coup directement le livre si la question du féminisme décolonial t'intéresse. Évidemment ce n'est pas la seule autrice qui a écrit à ce sujet. Donc on va commencer sans plus tarder déjà avec le propos général du livre qui est en fait une critique d'un féminisme qu'on appelle le féminisme civilisationnel. Tu connais sûrement le mouvement féministe, mais peut-être que tu ne sais pas qu'au sein du mouvement féministe, il existe un tas de différentes branches, si je peux dire ça comme ça, et des fois, ces différents féminismes qui se spécifient sur certaines questions et qui se positionnent en fonction de certaines valeurs, certaines pensées politiques, certaines croyances particulières, et peuvent s'opposer les uns par rapport aux autres, et parfois même un féminisme peut desservir un autre type de féminisme. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir quels sont justement les différents mouvements au sein de ce grand mouvement qu'est le féminisme. Déjà, on va définir ce qu'est, selon Françoise Vergès, le féminisme civilisationnel. Donc en fait, ce serait un féminisme qui a pour mission d'imposer, au nom d'une idéologie des droits des femmes, une pensée unique, qui contribue à la perpétuation d'une domination de classe, de genre et de race. Tout au long du livre, on va revenir sur la définition du féminisme civilisationnel à travers des exemples et différents points en fait qui vont être énoncés. Donc là, si tout de suite avec cette définition t'as pas tout compris, patience, ça vient. Et donc en opposition avec cette manière de voir le féminisme, Françoise Vergès nous parle d'un féminisme décolonial, qui est un féminisme du coup qui vise à une déconstruction du racisme, du capitalisme et de l'impérialisme occidental. Je ne saurais citer toutes les casquettes de compétences qu'a Françoise Vergès parce que je sais qu'elle est compétente dans énormément de domaines, mais là dans le 4e de couverture on nous dit notamment qu'elle est militante féministe antiraciste, présidente de l'association Décoloniser les arts et autrice de plusieurs ouvrages et d'articles en français et en anglais sur l'esclavage colonial, le féminisme, la réparation et bien d'autres thématiques très intéressantes. Du coup voilà, je t'invite à chercher sa biographie sur internet pour t'intéresser à ce qu'elle fait de manière plus générale. Et donc en fait au début de l'ouvrage elle nous explique que pendant longtemps elle a été militante au sein du groupe MLF, donc Mouvement de Libération des Femmes, et que elle, sa lutte c'était la libération du colonialisme français post-1962. Elle nous explique à la page 15 le socle sur lequel se sont bâtis mon intérêt, ma curiosité et mon engagement pour les luttes émancipatrices réside dans l'éducation politique et culturelle dont j'ai bénéficié à l'île de la Réunion, d'où sa famille est originaire d'après ce que j'ai compris. Elle a toujours voulu combiner la libération des femmes à travers le mouvement féministe avec une optique décoloniale et émancipatrice, puisque, on va le voir au fur et à mesure de la vidéo, les colonies et l'esclavage en fait ne se sont pas arrêtés à un moment donné dans l'histoire et disparu comme si de rien n'était. Ça a eu des conséquences, on parle même de néocolonialisme et elle va l'expliquer au fur et à mesure du livre parce que moi je vais pas le faire très bien, donc je vais vraiment relayer ce que j'ai appris, mais globalement voilà, il y a toujours eu cette volonté de grouper ces deux aspects dans
sa militance, j'allais dire, ça se dit pas, dans son activisme, voilà. Elle nous explique que si un État veut écraser un mouvement, il dispose de toutes les ressources et les moyens à disposition pour, dans un premier temps, réprimer le mouvement en question et dans un deuxième temps, diviser les personnes d'un mouvement lui-même pour justement l'affaiblir. Elle cite à ce sujet Frantz Fanon, qui est un autre auteur antiraciste que je n'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé parce que justement il est cité à de nombreuses reprises et ça m'a paru extrêmement intéressant. Donc la citation dit « L'Europe est littéralement la création du tiers-monde ». Que veut dire cette citation? Tout simplement que l'Europe, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est littéralement construite sur le pillage des richesses du monde à l'époque des colonies. Et ça, n'importe qui s'intéresse un petit peu à l'époque coloniale et qui a étudié un tant soit peu à l'époque de l'esclavage et du commerce triangulaire le sait, puisque c'est comme ça en fait que se sont construits les États-nations tels qu'on les connaît aujourd'hui. À travers cette exploitation, cet esclavage et ce vol en fait de ressources, puisque c'était ni plus ni moins que du vol, et aussi les génocides qu'il y a eu dans les pays colonisés et les guerres aussi qui s'y sont produites, et ben les pays européens coloniaux ont pu se construire et devenir ce qu'ils sont aujourd'hui en fait, c'est-à-dire des pays dits développés. Alors petit point sur le terme tiers-monde. Alors à l'époque c'était une expression largement utilisée, mais aujourd'hui on parle plus de tiers-monde, c'est plus trop pertinent, on va plutôt parler des pays du sud global. Ce qui est très intéressant dans le livre, c'est que Françoise Vergès nous dit qu'en fait l'histoire n'est pas écrite dans son entièreté, que on a tendance à effacer certaines parties de l'histoire au profit d'une vision de cette même histoire qui arrange certaines personnes, et elle nous l'explique à travers un passage de la page 18 avec la phrase suivante: « Les Outre-mer ne font pas partie de l'histoire contemporaine. Aucun texte sur les questions politiques, qu'elles soient abordées de manière philosophique, économique ou sociologique, ne s'intéresse à ces survivances de l'empire colonial français. Il y a une volonté d'effacer ces peuples et leurs pays de l'analyse des conflits, des contradictions et des résistances. » Elle nous dit que malgré le fait que l'on soit au courant que dans l'histoire il y a eu l'esclavage, les colonies, etc., il y a quand même une forme de remodelage dans le récit historique dans lequel on a choisi de tout simplement effacer certains pans de l'histoire, notamment des luttes et de la résistance décoloniale et antiraciste, tout simplement dans le but d'effacer certains groupes de l'histoire en fait, pour raconter l'histoire avec un certain point de vue. Parce qu'en fait il y a vraiment une volonté d'effacer certains aspects et certains mouvements qui ont existé dans le but d'en fait d'affaiblir la pensée qui en émanait à ce moment-là. Pourquoi elle mentionne ça? Parce qu'elle dit qu'en gros dans le mouvement féministe, civilisationnel du coup pour le coup, on prend pas en considération toute une partie des personnes qui ont participé en fait à la pensée féministe, à ces mouvements de libération des femmes, mais qui ne correspond pas avec la manière dont le féminisme civilisationnel étend sa pensée, en justement ignorant volontairement ces groupes de femmes qui ont d'autres problématiques, d'autres enjeux, qui vont parfois et même qui vont carrément contre l'intérêt d'un certain groupe de femmes, notamment des femmes occidentales, bourgeoises blanches, mais ça on le verra au fur et à mesure de la vidéo. Et donc justement cet effacement de l'histoire permet de remodeler les mouvements politiques en leur donnant une image qui est en partie faussée, puisque si on raconte pas un bout de l'histoire, on raconte une histoire fausse. Elle nous explique ensuite que se dire féministe décoloniale, c'est reconnaître que l'oppression des femmes, c'est pas seulement une question de domination masculine, mais aussi et surtout une manifestation de la violence destructrice engendrée par le capitalisme. Et on va voir en fait quels sont les liens entre le patriarcat, le capitalisme, le colonialisme, puisque selon elle justement tous ces aspects de domination sont liés et vont toucher certains groupes de femmes plus que d'autres. Pour elle, il faut aborder la question de manière transversale, c'est-à-dire avec un regard qui traverse en fait différentes disciplines, et intersectionnelle. Alors il y aura une vidéo dans la série de sociologie qui va parler seulement de la théorie de l'intersectionnalité. Une vision
intersectionnelle, c'est une manière de voir le féminisme de façon croisée avec d'autres oppressions et de regarder comment ces différentes oppressions interagissent entre elles et créent de nouvelles formes d'oppression beaucoup plus complexes qu'une vision simplement les femmes oppressées par les hommes, mais avec la prise en compte d'autres enjeux. Ensuite, elle va critiquer le concept de vague féministe. Je sais pas si tu t'es déjà intéressé un peu à l'histoire féministe, mais souvent quand on le fait, on se rend compte qu'on nous dit qu'il y a eu une première vague, puis une deuxième vague, puis une troisième vague féministe, sauf que cette vision, en fait, ne prend pas du tout en considération les luttes féministes et antiracistes qui sont beaucoup plus anciennes, qui datent d'une époque qui remonte à des centaines d'années avant ces fameuses prétendues vagues et qui justement témoignent d'une vision extrêmement occidentalocentrée, si je peux dire ça comme ça, puisque c'est comme si le féminisme commençait avec les questions de la première, la deuxième et la troisième vague, alors qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça et que si on prend en considération les problématiques de femmes, par exemple dans les colonies, on se rend compte qu'en fait le féminisme c'est bien plus ancien qu'à partir de cette fameuse première vague qui est censée initier le mouvement féministe. Et donc pour elle c'est pas pertinent de parler de ces vagues féministes parce qu'elles occultent justement une partie de l'histoire des mouvements féministes qui ne doit pas être occultée. Elle nous explique qu'en fait la politique du féminisme décolonial c'est une longue histoire de la lutte des aînés, de femmes autochtones colonisées, de femmes esclaves, etc. Et ensuite, je la cite, elle nous dit « Il s'agit de s'opposer au nationalisme autoritaire et au néofascisme pour qui les féministes racisées sont des ennemis à abattre. » Et en gros, elle explique que le capitalisme lui-même et sa construction est profondément construite sur une vision raciste du monde et que par conséquent, le capitalisme va à l'encontre des intérêts des féministes racisées. Ensuite, elle parle du modèle européen, et quand on parle de modèle européen, on va parler autant de modèle économique que philosophique, qu'esthétique, enfin bref, sur beaucoup d'aspects. Elle nous dit que ce modèle-là n'a jamais réussi à être complètement hégémonique, mais qu'il s'est approprié de nombreux savoirs esthétiques, techniques, philosophiques des peuples asservis à l'époque coloniale, dont il niait même la civilisation, puisque à l'époque des colonies, on partait du principe que les peuples colonisés n'étaient pas civilisés. Et pourtant, on s'est approprié énormément de leur savoir pour construire notre Europe d'aujourd'hui. En gros, l'idéologie qu'il y a derrière cette logique colonialiste, c'est de dire en gros aux peuples colonisés, vous êtes sous-développés, mais si vous faites comme nous, vous allez vous développer, tout en utilisant leur savoir. Et on le sait, les pays colons à l'époque tenaient un discours de type sauveur en fait, c'est-à-dire que on débarque, on voit qu'il y a des choses à prendre et des personnes à exploiter, voire même à exterminer, et en gros on va expliquer à ces peuples que ils ne sont pas civilisés, qu'ils sont des sauvages, que nous on va les sauver d'eux-mêmes avec notre savoir de blancs, d'européens colons, tout en les asservissant, en les exploitant, en les tuant. Et d'une certaine manière c'est une logique qui perdure encore aujourd'hui et qui se traduit justement dans ce féminisme dit civilisationnel, qui est un féminisme en gros qui va expliquer aux femmes racisées, aux descendantes de peuples colonisés, et aux femmes tout simplement qui rentrent pas dans les carcans de la femme européenne classique, qui est un féminisme en gros qui va dire vous ne connaissez pas vraiment le principe d'égalité, vous ne comprenez pas vraiment le principe de féminisme et nous allons vous apprendre, nous féministes blanches, comment s'émanciper avec notre vision de ce que c'est l'émancipation. Alors que, et on va le voir, les féministes en question du mouvement civilisationnel, parce que le mot veut dire ce qu'il veut dire, hein, ça veut dire des féministes qui veulent civiliser les autres, avec leur vision de ce que c'est une bonne civilisation, et ces féministes-là en fait profitent et s'émancipent sur le dos de ces autres femmes qui n'ont pas les mêmes enjeux qu'elles. Et on va voir comment et pourquoi. Et vraiment, cette logique de sauveur blanc qui débarque dans un pays qu'il estime être un pays de sauvages et qui va chercher à civiliser les gens en faisant de l'acculturation, en forçant les personnes à se plier à leur vision de l'économie, de la religion, de la politique, du travail, etc. C'est encore palpable aujourd'hui. C'est vraiment cette dynamique de
nous on sait comment faire et vous devez faire comme nous pour être à la hauteur, entre guillemets. Alors que ces personnes-là n'ont rien demandé et auraient très bien pu continuer leur petite vie, développer leur savoir, leur technologie propre, leur système politique propre, etc. Mais non, il a fallu qu'il y ait cette période coloniale et ce remodelage du monde en fait pour qu'on en arrive à ça aujourd'hui. Françoise Vergès insiste sur le fait donc de transmettre le savoir des ancêtres à travers de divers moyens, que ce soit les films, les blogs, les expositions, les ouvrages, les festivals, la danse, le chant, la musique, enfin bref, par tous les moyens, il faut, selon elle, continuer à se remémorer et transmettre le savoir des personnes qui ont été effacées de l'histoire pour justement combler les trous volontairement créés de l'histoire en fait telle qu'elle est racontée. Elle nous explique: le récit du féminisme civilisationnel reste contenu dans l'espace de la modernité européenne et ne prend jamais en compte le fait qu'il se fonde sur le déni du rôle de l'esclavage et du colonialisme dans sa propre formation. Donc en fait, les féministes civilisationnelles renient toute une partie de l'histoire qui fait qu'elles existent aujourd'hui et qui se base justement sur le fait qu'on a considéré certains groupes, certains corps comme, même pas comme des personnes, comme des êtres humains, mais comme des objets jetables à but lucratif justement, puisqu'en fait on les utilisait dans un but économique, et qui leur a permis aujourd'hui à ces féministes civilisationnelles d'être dans la situation dans laquelle elles sont. Pour elles, du coup, ce féminisme civilisationnel est un féminisme raciste qui n'analyse pas comment l'esclavage, le colonialisme, l'impérialisme agit sur la division homme-femme, comme si c'était pas lié, alors qu'en fait ça a tout à voir. Et pour elle, en gros, on ne peut pas découper le sexe, la race et la classe en catégories qui s'excluent les unes des autres. On ne peut pas percevoir ça comme des oppressions qui ne sont pas relationnées les unes aux autres. Au contraire, elles se mixent et elles ont tout à voir les unes avec les autres. Et c'est d'autant plus dérangeant quand on va voir que les féministes civilisationnelles vont faire des parallèles entre leur situation dans un monde patriarcal et l'esclavage, en utilisant justement la rhétorique de la colonisation et de l'esclavage pour parler d'elles, en disant nous les femmes, nous sommes les esclaves des hommes, nous sommes colonisés par les hommes. Même j'ai vu une expression dans un hymne très connu qui se veut féministe, qui parle du fait que les femmes sont le continent noir, et donc en fait des femmes blanches qui ont leur privilège aujourd'hui grâce à l'esclavage de femmes racisées à l'époque des colonies, etc., et des femmes esclaves, vont utiliser une notion qu'elles vont s'approprier dans leur situation, alors qu'en fait, elles-mêmes ont profité des colonies et de l'esclavage en fait. Pour Françoise Vergès, cette manière de faire en fait c'est juste une volonté de masquer son privilège en tant que blanche en ignorant le rôle dominant des femmes blanches sur les femmes racisées. Toujours dans cette logique de mission civilisatrice s'inscrit en fait la volonté de dévoiler les femmes. Donc là en fait on entre dans le sujet de l'orientalisme, mais à ce sujet je pense qu'il y aura une vidéo dédiée à propos d'un livre d'ailleurs que j'ai qui s'appelle L'orientalisme par l'auteur Edouard Saïd. Et justement à ce sujet il y a tout un chapitre sur le fait que le féminisme civilisationnel et universaliste impacte et attaque aussi énormément les femmes musulmanes, surtout les femmes qui portent le foulard. Du coup on va à nouveau parler de ça dans le livre d'Edouard Saïd, mais à ce sujet justement elle explique que dans cette volonté de sauver les peuples d'eux-mêmes et de les civiliser, il y a vraiment cette volonté d'enlever le foulard de ces femmes, de les dévoiler, de les sauver de l'oppresseur musulman qui serait misogyne par essence et qui serait plus misogyne que l'homme blanc. Et en fait, ce qu'elle nous explique, c'est que avec l'expansion de ce féminisme blanc civilisationnel universaliste, avec le fait que progressivement il va avoir plus en plus de place, il va devenir de plus en plus puissant et mainstream aussi, on va le voir plus tard, et ben on va passer d'un ennemi qui jusqu'alors était le patriarcat progressivement à un ennemi qui n'est plus seulement l'homme en général, mais plus précisément l'homme
musulmans, voire même plus que ça, directement attaquer l'islam. En fait, progressivement, ce féminisme civilisationnel a commencé à s'emparer des problématiques des femmes musulmanes et plus précisément des femmes qui portent le foulard pour justifier qui était en fait la cause, l'origine, le problème numéro 1 de l'oppression des femmes, en pointant du doigt en fait directement l'islam lui-même, la religion directement, et plus précisément les hommes musulmans. Et pourquoi en fait on en est arrivé là? Parce que il y a eu la question de la laïcité qui est venue sur la scène, notamment à partir des années 70 et 90. Parce que ces années-là, en fait, des années 1970 aux années 1990, on a vraiment commencé à définir ce qu'était le bon féminisme, qui justement est ce féminisme civilisationnel dont on parle depuis le début. Avec cette question de qu'est-ce que c'est que le bon féminisme, on a établi que le bon féminisme, c'est un féminisme laïque, et en fait, cette manière de voir les choses, c'est surtout une façon d'attaquer directement les femmes qui portent le foulard. Le féminisme doit devenir raisonnable, ne plus être assimilé aux pétroleuses, aux hystériques, aux anti-hommes, aux gouines, aux mal baisés des années 1970. L'ancrage en Europe du vrai féminisme et des droits des femmes est réaffirmé à plusieurs reprises et l'hostilité aux musulmans, musulmanes et aux migrants, migrantes offre à ce féminisme l'occasion de manifester son adhésion aux valeurs européennes. Du coup, il y a vraiment cette notion que chez nous, les Européens, on a atteint l'égalité, l'homme égale la femme, parce que notre vision à nouveau de ce qu'est la liberté et l'égalité est la vision valable. Et chez vous, chez eux, tout est à refaire et c'est nous qui allons vous montrer comment vous libérer, vous, femmes opprimées, par votre propre culture, votre propre religion. Il y a vraiment cette idée que les féministes occidentales, civilisationnelle, se porte garante des femmes du Sud global. Du coup, comment on en est arrivé à ça en fait? Il y a 4 points que j'ai relevés. Donc le premier point, c'est qu'en fait, à partir des années 1970, il y a eu une complète dépolitisation des luttes, notamment des luttes féministes, justement en gommant tous les enjeux des coloniaux antiracistes, etc. Le deuxième point, c'est qu'on a ouvertement infantilisé les femmes du Sud global, comme si en gros elles étaient incapables de se libérer toutes seules, qu'elles ne connaissaient pas la notion de liberté et qu'il fallait les sauver en fait. Et ça justement, ça découle de ce remodelage de l'histoire dans lequel on ignore complètement le fait qu'il y a eu, mais alors plein de mouvements de femmes racisées, esclaves, colonisées, bien avant ces premières vagues du féminisme, mais du coup ça, on part du principe qu'en fait ça n'existe pas et c'est pas valable parce que ça ne convient pas à notre vision du féminisme blanc. Donc il y a cette infantilisation. Le troisième point, c'est que du coup on a effacé tous les apports du féminisme noir qui a pu exister avant ça. Et quatrième point, l'islam qui devient l'ennemi numéro 1 et la source de la misogynie générale et qui est ouvertement pointé du doigt. À la page 76, on peut lire « Les hommes musulmans seraient plus durs, plus impitoyables, plus dominateurs que n'importe quels autres hommes. L'intégration des femmes musulmanes dans les sociétés occidentales dites démocratiques est dès lors mesurée par la capacité à leur faire accepter de s'éloigner de leur famille et de leur communauté et de participer à leur stigmatisation. » Donc en fait ça veut dire on vous accepte, vous, femmes musulmanes, si ouvertement vous vous désolidarisez de votre propre culture, de votre propre religion, de vos propres familles et que vous participez avec nous à la stigmatisation de votre peuple. Ensuite il y a tout un chapitre sur l'instrumentalisation des vêtements des femmes et des débats autour notamment des vêtements des femmes musulmanes. Tous les étés c'est la même histoire avec le faux débat du burkini et c'est très intéressant parce que justement elle relève l'absurdité du débat en disant que justement c'est une manière de contourner l'attention des personnes sur des faux problèmes. C'est une instrumentalisation des questions féministes à des fins racistes et impérialistes. Et on va en parler plus avec le concept de fémonationalisme, mais patience, on va le laisser pour plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant les années 1970 ? Il se passe que il y a des centaines de millions de femmes qui rentrent dans le monde du travail salarié. Alors, il faut savoir que les femmes ont toujours travaillé.
Quand tu entends que les femmes ont commencé à travailler en Europe lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est des conneries. À nouveau, ça occulte une grande partie de l'histoire. Les femmes de toutes les cultures, de toutes les époques ont toujours travaillé, mais en 1970, elles entrent vraiment dans le monde du salariat tel qu'on le connaît aujourd'hui dans notre société néolibérale et capitaliste. Du coup, il y a de ce fait une féminisation des emplois et une transformation du capitalisme. C'est-à-dire que les femmes commencent à accéder à des structures sociales plus importantes, plus sérieuses, entre guillemets, avec plus de pouvoir. Et comme justement la plupart de ces femmes-là qui accèdent à ces postes de responsabilité ne sont pas issues des minorités et encore moins des minorités racisées, et ben les réajustements structurels et les nouveaux programmes justement de développement et d'autonomisation vont être pensés en fonction d'un féminisme blanc. En fait, l'accession de ces femmes-là à des postes de pouvoir et de responsabilité va alimenter la machine capitaliste raciste, puisque on ne remet pas en question le fonctionnement même du capitalisme qui se base sur l'exploitation notamment des femmes et des corps racisés. Mais va juste renforcer les dynamiques en ne prenant pas en considération cette problématique-là. Qu'en soit, c'est super que des femmes aient plus de pouvoir, plus de responsabilité et plus d'autonomie. Le problème, c'est qu'un certain groupe de femmes qui a accès à ce privilège et que ça dessert la cause d'autres femmes, comme on le dit depuis le début de la vidéo, des femmes descendantes d'esclaves, des femmes racisées et même des femmes issues d'autres minorités. Au début des années 2000, le féminisme civilisationnel s'institutionnalise en France, c'est-à-dire que ça va devenir un mouvement qui intègre les structures de l'État, qui s'institutionnalise, alors qu'à la base c'est un mouvement révolutionnaire. Un mouvement révolutionnaire à la base c'est censé faire tomber le système, faire tomber le fonctionnement même de l'État, etc. Sauf que là le féminisme qui à la base se voulait révolutionnaire va juste adopter les codes, les mécanismes et les structures de l'État lui-même et donc intégrer en fait ces structures. Françoise Vergès nous dit: alors que les inégalités entre sexes régressent très progressivement, se sont ainsi ajoutées de nouvelles formes d'inégalités entre les femmes elles-mêmes. D'un côté, les femmes bénéficiant d'une carrière intéressante et bien rémunérée, pouvant concilier le modèle masculin de réussite professionnelle avec la vie de famille et les contraintes domestiques, et de l'autre, celles qui connaissent la précarité de l'emploi, le temps partiel contraint, les bas salaires et qui ne peuvent se faire aider dans la sphère domestique. La focalisation sur le voile évite d'avoir à se confronter à cette contradiction. Parce que oui, pendant qu'en fait les femmes blanches bourgeoises peuvent s'émanciper sur le dos des femmes racisées, et on va voir encore plus précisément comment, et que justement ces inégalités entre femmes vont s'agrandir toujours plus, on préfère faire des faux débats éternels tous les étés autour de comment s'habillent les femmes musulmanes, comment surtout s'habillent celles qui portent le foulard, le faux débat du burkini, et tout le monde s'occupe de savoir comment s'habillent les femmes musulmanes, plutôt que de se questionner sur la précarisation toujours plus grande et toujours plus étendue de ces mêmes femmes à cause des femmes blanches. Et donc ce qui avant était dénoncé par les femmes contre les hommes en ce qui concerne le travail domestique devient l'outil qui permet aux femmes blanches de s'émanciper. C'est-à-dire qu'avant la transformation du capitalisme et de la féminisation des emplois, les féministes universalistes dénonçaient le travail domestique gratuit en fait qu'elles fournissaient aux hommes comme la source de l'oppression des hommes sur les femmes. Et donc elles dénonçaient le fait que on utilisait leur corps, leur vie, leur temps de façon à les asservir pour émanciper les hommes. Sauf que ces mêmes femmes, une fois qu'elles rentrent dans le salariat, elles vont déléguer ce qu'elles dénonçaient avant contre les hommes à des femmes racisées pour elles. C'est-à-dire que je suis contre le fait d'être la boniche de mon mari, mais par contre, si je peux avoir une boniche racisée et que ça me permet à moi de m'émanciper et de m'enrichir, pourquoi pas? Parce que oui, du coup, de nombreuses femmes qui sont à des postes de responsabilité, et qui du coup sont blanches pour la plupart,
vont pouvoir se payer des femmes de ménage, des nounous, des domestiques, des personnes qui leur font la cuisine, qui sont peut-être même à leur service quotidiennement, et qui, quel grand hasard, sont des personnes racisées. Juste si on regarde les statistiques et comment se répartissent les emplois, on voit très bien que les emplois les moins rémunérés et les plus pénibles et les plus dangereux pour la santé, souvent touchent la même catégorie de personnes. En fait, à ce moment-là, le féminisme devient corporate, c'est-à-dire qu'il va complètement adhérer au fonctionnement capitaliste de la société, qui, je le rappelle, et je ne le répéterai jamais assez, est la source, le nerf de la guerre de la plupart, si pas toutes, les oppressions du monde. C'est juste que du coup, le féminisme va faire ami-ami avec le capitalisme, parce que du coup, ça va permettre à une certaine catégorie de femmes de s'émanciper, et pas les autres. Et là, on va parler du fémo-nationalisme, c'est que du coup, en devenant corporate et mainstream, et que du coup, ça devient même un outil du capitalisme, on peut voir un essor de ce qu'on appelle le fémo-nationalisme, qui en fait est une exploitation des thèmes féministes par des nationalistes et des néolibéraux islamophobes. Ça, c'est une définition donnée par Sarah Faris. L'extrême droite se saisit tout simplement des questions féministes, et on peut le voir quand des Marine Le Pen ou des Marion Maréchal Le Pen vont commencer à prétendre être des grandes féministes, alors que leur but, c'est juste de tacler l'islam. Même au-delà de la question de l'islam, qui reste centrale pour le fémo-nationalisme, de manière générale, l'extrême droite va se saisir en fait de tout ce qu'elle peut dans le féminisme pour justifier de manière générale son idéologie xénophobe et raciste et aussi anti-migrante. Donc sous l'angle du genre, sous l'angle du féminisme, on va propager carrément des campagnes politiques ouvertement racistes et xénophobes, et on va désigner l'islam comme misogyne par nature de façon complètement décomplexée et institutionnalisée, je le rappelle, parce que ça devient une question qui fait partie des gouvernements et des États, qui va entrer dans les lois, qui va entrer dans les partis politiques, qui va rentrer dans plein d'aspects de la société qui organisent cette même société. Alors, quels sont les arguments des fémo-nationalistes? On va les voir. Le premier, c'est que les femmes, surtout les femmes musulmanes, doivent être sauvées de la brutalité masculine inhérente à leur culture, comme si les blancs n'étaient pas misogynes. Le deuxième argument, c'est que leur émancipation ne peut pas se faire à moins qu'elles entrent dans le marché néolibéral du travail. C'est-à-dire que si vous vous pliez pas à nos conditions, comme par exemple, hein, on l'a vu, hein, de nombreuses personnes qui ne peuvent pas être embauchées parce qu'elles vont porter soit des cheveux crépus naturels, soit leur voile ou autres critères qui ne rentrent pas dans le standard du blanc bourgeois, et elles pourront pas travailler, elles pourront pas faire d'argent, et du coup elles ne rentrent pas dans notre machine. Donc à moins qu'elles fassent comme on leur demande, on ne veut pas d'elles dans notre société. Le troisième argument, c'est que du coup, les métiers qui les attendent vont les autonomiser et vont leur faire gagner de la liberté, alors qu'en fait, la réalité, c'est que elles vont surtout bénéficier des femmes blanches bourgeoises, puisqu'elles vont les servir pour la plupart du temps. Puisque ces métiers-là, quels sont-ils pour la plupart? Femmes de ménage, s'occuper de personnes âgées, garde d'enfants, employés de nettoyage, etc. Donc avec le fait que gentiment le féminisme devient un outil du capitalisme, mais à nouveau on parle d'un type de féminisme, hein, le féminisme civilisationnel et universaliste. Donc le fait que ce soit ce féminisme-là qui va s'étendre et qui va devenir corporate et mainstream, il faut qu'il se montre comme étant légitime et plus marginal, plus révolutionnaire, pour être, je cite, admis dans les couloirs du pouvoir et pour convaincre l'État qu'il n'est pas une menace et au contraire un avantage pour l'État de se dire féministe. L'idée donc c'était, comme on peut le lire à la page 91, d'effacer les mouvements des femmes dans les usines, les mouvements lesbiens et queer, les féministes anti-impérialistes, etc., etc. Pour justement montrer que non, le féminisme c'est pas ces folles hystériques qui cassent des choses et qui hurlent au scandale à la moindre occasion. Non, c'est pas ça, les féministes c'est nous. Et nous, regardez, on correspond à vos attentes. Alors, je vais faire un petit saut dans le livre parce que j'ai absolument envie de parler de l'industrie du nettoyage et du care. Donc le care en anglais c'est prendre soin de, c'est le fait de prendre soin de quelqu'un.
ou de quelque chose. Françoise Vergès nous explique que l'industrie du nettoyage et du care repose sur ce qu'elle appelle une économie de l'usure et de la fatigue des corps racisés. C'est-à-dire que vraiment on va voir le corps racisé comme un corps jetable, un corps que l'on peut utiliser à notre propre guise, qui peut être exploité au point de développer des maladies, qui n'a pas besoin d'être protégé, des produits dangereux d'ailleurs qui sont utilisés dans l'industrie du nettoyage et dont la fatigue nous importe peu. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une femme noire, alors là, quand elle va se plaindre du fait qu'elle travaille dans des conditions mauvaises, qu'elle n'a pas assez de jours de repos et qu'elle souffre de nombreuses douleurs, ben on va partir du principe qu'on s'en fout parce que c'est une femme noire. Par contre, si c'était une femme blanche qui se plaignait des mêmes choses, on l'aurait beaucoup plus écoutée. Et ça, on en a mais des exemples à foison de cas justement de femmes racisées qui se plaignent du fait qu'elles ne sont jamais prises au sérieux dans leurs revendications dans cette industrie-là justement. Il y a une réelle féminisation de l'industrie du nettoyage dans le monde entier de manière générale. Et pour Françoise Vergès, cette féminisation de l'industrie du nettoyage est inséparable d'une économie qui divise les corps. C'est-à-dire qu'on va diviser les corps qui ont droit à la santé et au repos, en opposition avec les corps qui n'ont pas droit à la santé ni au repos. Il y a la question des déchets, qui s'occupe de nos déchets et où est-ce qu'on balance nos déchets et qui ça touche en fait que l'on balance nos déchets n'importe comment, n'importe où. Comme par exemple, je dis ça au hasard, hein, les déchets radioactifs nucléaires issus des centrales nucléaires européennes qui sont envoyés au fin fond du Nigeria, enterrés des kilomètres sous terre, alors qu'on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, on ne sait pas si ça peut exploser, on ne sait pas si c'est radioactif, enfin en tout cas oui on sait que c'est radioactif mais on ne sait pas à quel point ça va atteindre la surface, on ne sait pas les conséquences que ça va avoir sur la population, mais vous comprenez, comme c'est au Nigeria, on s'en fout un petit peu, donc on va enterrer ces déchets là-bas et on va éviter de le faire chez nous. Alors en France il y a des problèmes avec les déchets radioactifs parce qu'il y a eu beaucoup de déchets radioactifs enterrés sur le territoire français en Europe, mais on va quand même éviter de le faire un maximum chez nous et on va privilégier le fait de les balancer dans la mer ou de les envoyer dans des pays du sud global où par exemple encore je pense aux déchets textiles qui représentent des millions de tonnes par année, si pas plus d'ailleurs, qui vont être envoyés en Inde, au Bangladesh, en Somalie, je ne sais où, et qui vont être cramés comme ça en plein air, qui vont polluer ces espaces, qui vont atteindre la santé des personnes sur place, mais vous comprenez, à nouveau, on s'en fout un petit peu de ces pays-là, puisque de toute façon, hein, voilà, tant que c'est pas chez nous, c'est pas important. À ce sujet, elle nous explique à la page 117, selon la Banque mondiale, la production mondiale de déchets s'élevait en 2016 à 1,3 milliard de tonnes par an, soit près de 11 millions de tonnes par jour. Tous ces déchets ne sont évidemment pas nettoyés par des femmes, mais aussi par des hommes et des enfants qui nettoient des montagnes de déchets ménagers et des déchets toxiques. Cette économie de production de déchets est inséparable de la production d'êtres humains fabriqués comme rebuts, comme déchets, et notamment des personnes racisées. Ce travail justement de nettoyage, de s'occuper des déchets, de les faire disparaître, etc., c'est un travail invisible et surexploité qui vise en fait à créer un monde propre à la consommation et à la vie des institutions. À elles et eux, le sale, le pollué, l'eau non potable, les ordures pas ramassées, les plastiques qui envahissent tout, les jardins où les plantes meurent faute d'entretien, les égouts qui ne fonctionnent pas, l'air pollué. Aux autres, la ville propre, les jardins, les fleurs, la déambulation sereine. La ségrégation du monde s'effectue dans une division du propre et du sale, fondée sur une division raciale de l'espace urbain et de l'habitat. C'est lors du 19e siècle que, en France, il y a eu une industrialisation du travail ménager. Donc au début, ça s'est fait auprès des femmes de classe populaire et rurale, et ensuite, comme on l'a expliqué tout à l'heure, auprès des femmes esclaves et colonisées. C'est un travail qui doit rester invisible, et justement, comme c'est un travail invisible, la violence qui s'accompagne et qui va de pair avec ce travail-là est invisible elle aussi. Depuis quelques décennies et encore aujourd'hui, on voit des travailleurs et des travailleuses, notamment racisés,
en lutte contre les risques, les conditions dans lesquelles ces personnes travaillent et l'exploitation que ces personnes subissent dans ce métier. Si mon travail te plaît et que tu veux me soutenir, tu peux aller faire un tour sur ma plateforme Utip et éventuellement, si tu peux et que tu veux, me faire un don, même si ce sont quelques centimes. Ça fait toujours la différence pour moi et ça m'aide à continuer à faire mon travail de cette manière. Dans tous les cas, si tu l'as déjà fait, merci beaucoup, et si tu comptes le faire, je te remercie à l'avance. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin. Si tu veux commenter, n'hésite pas à le faire dans la bienveillance et le respect comme d'habitude, s'il te plaît. On se retrouve bientôt. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.